Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie et plus spécialement d'un secteur qui pèse lourd en Bourgogne-Franche-Comté, l'industrie. Avec une question, l'industrie Made in France a-t-elle encore un avenir? Trois invités pour tenter de répondre à cette question durant 30 minutes. Tout d'abord, Isabelle Laugerette, vous êtes secrétaire générale de l'UIMM et comprenez que c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Elle vient de Saulnay-et-Loire. C'est le département le plus industriel de la Bourgogne. Sylvian Gianpiccolo, vous êtes directeur général de Scoder, une entreprise installée à Piré, près de Besançon. Vous travaillez à 95% pour l'automobile et vous employez 110 personnes. Vous appartenez également au conseil d'administration du pôle véhicule du futur. Et puis Philippe Petit-Colin, c'est le délégué CFE-CGC de General Electric à Belfort. Belfort, donc, qui compte maintenant 3400 salariés. Vous pouvez réagir, commenter cette émission grâce à Twitter et au hashtag DimpolBFC comme Dimanche en politique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on commence bien sûr, actualité oblige, par la Covid-19. Et on va commencer avec vous, monsieur Gianpiccolo. Dans votre entreprise, au début du confinement, vous avez vu votre activité chuter. Vous m'avez dit jusqu'à 80%. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, on a retrouvé un volume d'activité qui est celui que nous connaissions avant la Covid. Nous avons traversé 12 semaines avec une baisse d'activité de l'ordre de 80% et une remontée progressive depuis le mois de juin pour atteindre un niveau stabilisé à partir de septembre et octobre confirme la tendance. Donc presque 100%. Presque 100%. Vous, en Saône-et-Loire, les entreprises se portent-elles aussi bien que Scoder de M. Gianpiccolo ? On peut difficilement généraliser. Nous avons des entreprises qui, effectivement, ont retrouvé une activité pleine, mais d'autres qui souffrent encore énormément, qui se battent vraiment, qui y croient, qui essaient d'aller sur de nouveaux marchés, parce que véritablement, c'est là que les choses peuvent se faire. Mais on peut difficilement généraliser une reprise totale de l'activité. Oui, ça ne va pas bien, notamment dans l'aéronautique. Notamment dans l'aéronautique, effectivement. Voilà. Et il faut savoir quand même que l'actualité économique a été marquée en Franche-Comté par deux nouvelles importantes, à savoir que SKF, à Lons-le-Saunier, supprimait 123 postes sur les 350 de leur site dans le Jura, un site qui travaille pour l'aéronautique, justement, et qu'il y a également une menace de fermeture du site historique Jacob de la Font à Dole, donc à Dampary, près de Dole. Et puis vous, monsieur Petit-Colin, ça s'est vécu comment, la Covid à General Electric? Deux choses. Tout d'abord, le marché de l'aviation qui s'est effondré et donc un projet de diversification qui a été annulé, qui devait créer 200 emplois sur 3 ans. Et deuxièmement, des activités réduites, à l'ordre de 30 à 50%. Et General Electric qui souhaite délocaliser. Délocaliser, à chaque fois, c'est la réponse à tous les problèmes, la délocalisation. Donc 40 000 heures qu'elle est délocalisée en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Mais grâce à un accord de flexibilité qui consistait à embaucher des intérimaires, à travailler les samedis, à repousser 10 jours de RTT. Donc c'est à cause de la Covid, vous avez accepté plus de souplesse ? La menace de délocalisation. Donc face à la menace, les organisations syndicales ont été responsables et ont proposé un projet alternatif afin qu'on puisse réaliser les 40 000 heures dans l'année à partir de flexibilité, c'est-à-dire repousser 10 RTT sur 2021, travailler les samedis et faire appel à l'intérim. On va reparler tout ça et de la situation de General Electric. On va parler donc du poids de l'industrie dans notre région, la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un poids énorme puisque un salarié sur 5 travaille pour l'industrie, 20% quand on compare la population active et la population qui est en industrie. Et puis donc un salarié sur 5 qui travaille dans l'une des 14 700 entreprises industrielles de Bourgogne-Franche-Comté. Alors justement, est-ce que cette multiplicité d'entreprises, 15 000 entreprises industrielles pour une population de moins de 3 millions d'habitants, est-ce que ça veut dire que les entreprises ont des tailles trop petites, d'après vous ? Alors, nous avons beaucoup de PME. Effectivement, la Bourgogne-Franche-Comté est un territoire relativement vaste, avec beaucoup de ruralité et beaucoup de PME. Malgré tout, elles sont très proches de leurs donneurs d'ordre. On a énormément de grands groupes en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une force pour ces grands donneurs d'ordre d'avoir ces PME quand celles-ci innovent. Sous la main. Sous la main, exactement. Quand celles-ci innovent, quand elles avancent sur de nouveaux marchés. Justement.
Justement, est-ce que c'est pas trop petit pour justement se payer un service recherche et développement qui tienne la route? Oui, alors effectivement, c'est une faiblesse de nos PME, mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est que nos PME puissent s'allier en filière, et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. En Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même de nombreuses filières organisées. Moi, je parlerai de la filière nucléaire, organisée avec un pôle de compétitivité qui est Nucléaire Vallée, ou qui regroupe tous les acteurs de la filière nucléaire et qui permet d'avancer, de faire des réponses à des appels à projets, de s'organiser, de se structurer. Donc c'est comme ça, effectivement, que les PME peuvent avancer. Chez Scoder, donc comme je disais tout à l'heure, 110 salariés, c'est petit pour avoir un gros service de recherche et développement. Effectivement, dans une PME de 110 personnes, la mise en place d'un service recherche et développement intégré à l'entreprise est quelque chose de compliqué. Mais on peut saluer quand même des initiatives possibles. Et notamment, dans l'entreprise Scoder, nous avons réussi à monter un programme avec un CIFRE, donc un doctorant, en partenariat avec un département de FEMTO. Alors, c'est le grand laboratoire de l'Université de Franche-Comté. Voilà, c'est ça, dans un domaine qui est celui dont on aura besoin dans le futur, à savoir la digitalisation des données. On va en parler en fin d'émission. Oui. Et puis aussi avec un laboratoire de mécanique. Donc il existe quand même différents supports pour coopérer avec des laboratoires, surtout à Besançon. Et puis pour décrocher des marchés importants, vous êtes trop petit aussi, non ? Ça dépend de la technologie que l'on peut avancer. Effectivement, dans certains cas, on sera trop petit en volume. Mais si on est sur des secteurs technologiques particuliers, où il y a peu de concurrence, on peut trouver matière à travailler. Alors vous, c'est la différence avec donc ces gens qui parlent de PMI, de PME. Vous, c'est General Electric, c'est un énorme groupe américain. Ce sont des financiers ou des industriels qui sont à la tête de l'entreprise? Ce sont des financiers. Il n'y a plus de recherche et de développement. Dans les grands groupes comme General Electric, ils attendent que des petites entreprises et que des petits groupes développent une technologie. Après, ils les rachètent. Et après, vous êtes en train de nous parler de mercenaires, là? Clairement, oui. General Electric n'a jamais investi dans la recherche et développement. Ils ont acquis des entreprises qui avaient pris des risques. Dans la notion de recherche et développement, pour un financier, c'est un coût. Donc, un financier ne parle pas de recherche et développement. Parce que lui, il cherche de la rentabilité à très court terme. Oui, donc ce n'est pas compatible avec de la recherche. Le principe de la recherche et développement, c'est mettre de l'argent à l'instant T pour avoir des retours sur investissement plus tard. Alors vous avez un actionnaire dans votre entreprise, c'est la famille Bourgeois, qui est propriétaire également du groupe Bourgeois. Ça rassure quand on est directeur d'un site comme Scoder, d'avoir à la tête de l'usine des industriels et pas des financiers. J'exerce le métier de cadre dirigeant depuis 35 ans, et depuis 35 ans au service d'entreprises patrimoniales. Donc je peux témoigner de tous les avantages qu'il peut y avoir d'avoir des familles qui s'inscrivent sur le temps long. Et c'est le propre des entreprises patrimoniales que de s'engager sur le temps long, dans une perspective d'exister dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui n'exclut pas quand même la recherche d'une certaine profitabilité, puisque sans résultat, on ne peut pas aller bien loin au niveau de la vie d'une entreprise. On va voir quelques chiffres. Donc la métallurgie, c'est presque 2000 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté, l'automobile 650 et puis le nucléaire 120 entreprises. Donc on voit en effet donc de multiples entreprises. Est-ce que vous pensez que, donc vous dites regrouper des gens, arriver à décrocher des marchés, est-ce que les chefs d'entreprise ils sont prêts? Travailler avec des concurrents, c'est quand même, vous leur demandez beaucoup quand même. C'est-à-dire que dès l'instant qu'aujourd'hui, elles travaillent déjà en filière, toutes ces entreprises-là se sont organisées en filière ou s'organisent en filière. Et ça, effectivement, du coup, dans la filière, il y a des concurrents. Je reprends l'exemple de la filière nucléaire. On va retrouver dans cette filière les grands donneurs d'ordre, les PME, les chercheurs, les universitaires, les organismes de formation, enfin, toutes ces structures-là qui vont pouvoir, ensemble, être plus forts. Et ça, je pense qu'ils l'ont vraiment compris. Quand on parle du coût et donc des faiblesses des entreprises, souvent les patrons mettent en avant le coût du travail, puisqu'on dit toujours que le salarié français coûte beaucoup plus cher. Alors je ne veux pas vous faire réagir, c'était un peu une tarte à la crème, mais vous, Philippe Petit-Colin, vous dites que c'est un leurre, c'est même un mensonge, parce que selon vous, en fait, par exemple, dans votre entreprise qui délocalise à l'extérieur, notamment en Inde, le coût du travail dans une turbine, c'est moins de 5%. Oui, sur les très grosses turbines à gaz, le coût de la main-d'œuvre ouvrière, c'est 7%, et sur une centrale, c'est à peine 1%. Donc même si vous êtes travaillé des esclaves gratuitement,
il n'arrivera à réduire que de 1%. Faire travailler des esclaves, vous n'y pensez pas? Pas moi le patron, mais visiblement, si c'était possible, c'est ce que General Electric ferait. Oui, donc vous tournez le coup à une idée reçue, en fait. Après, tout dépend en fait de la part main-d'œuvre sur le prix du produit. Sur une centrale électrique, il y a très peu de produits qui sont fabriqués en France. Et sur le coût d'une centrale, c'est dérisoire. On parle maintenant des forces, des atouts de nos entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez garder la parole. On va parler de la main-d'œuvre. Vous, en tant que syndicaliste, vous devez être intarissable sur les qualités de la main-d'œuvre française. Oui, pour General Electric, ex-Alstom, ce sont des centaines de centrales conçues, installées à travers le monde. Sur ce marché-là, on peut gagner beaucoup d'argent, comme perdre beaucoup d'argent. C'est vraiment l'expérience, l'expertise de tous les projets réalisés à travers le monde, les partenariats tissés à travers le monde qui permettent de maîtriser le risque, les risques qui sont très très importants. Et General Electric ne comprend pas cette compétence-là et le délocalise dans les régions, au Moyen-Orient, en Chine. Et ça a conduit en 2018 à avoir un dérapage budgétaire sur les projets de 1,8 milliard et a mis l'entreprise dans le rouge. Très bien. Le Made in France, quand vous entendez industrie Made in France, est-ce que vous associez tout de suite le luxe à ce Made in France? Parce que c'est un super label de qualité quand même. Oui, alors je pense que vis-à-vis du grand public, c'est le luxe qui apparaît tout de suite, bien entendu. On ne pense pas à une centrale nucléaire voilà. Made in France, c'est exactement. ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, tout à fait. Ouais. Mais vous pensez que c'est un gage de qualité pour l'extérieur? Ah oui, certainement, oui, bien sûr. Et de toute façon, c'est une réalité. Je pense que quand on associe à luxe, on associe savoir-faire pointu, spécifique. Savoir-faire des salariés. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à valoriser parce que je pense que dans nos industries, vous parlez du luxe, on peut parler de la maroquinerie, on peut parler de tout un tas de choses, mais on peut parler de l'aéronautique, on peut parler de toutes nos industries qui utilisent au quotidien un savoir-faire très pointu et spécifique. Et là, c'est un vrai plus que l'on a dans nos entreprises qui peut être valorisé, notamment avec, je dirais, le développement de l'apprentissage que l'on a aujourd'hui, qui est une vraie force. Enfin, l'industrie a une autre perception vis-à-vis du grand public que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Et je me suis laissé dire que les CFA, les centres de formation des apprentis de l'industrie, avaient réussi à remplir leur classe cette année. Alors oui, c'est bien pour ça que je vous disais, pour la première fois depuis très nombreuses années, l'apprentissage reprend des couleurs. Made in France, ça veut dire exportation. Vous, chez Scauder, vous exportez 60% de votre production. Entre nous, quelle est votre recette? Vous avez un truc? Alors le truc, il est surtout d'avoir des clients français qui ont des bases à l'international. Donc vous ne traitez pas directement avec l'étranger, en fait? Très peu. Mais de plus en plus, on reçoit des commandes d'entreprises de droit non français. C'est-à-dire lorsque l'on travaille avec un Valeo, on va recevoir... un équipementier automobile, sous-traitant automobile. On recevra des commandes des sites qui sont à l'extérieur de la zone France. Très bien, donc nous allons maintenant parler du rôle de l'État justement dans l'industrie, dans le Made in France. La semaine dernière, jeudi, Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de l'industrie, était en visite dans l'entreprise Cordenfam à Chenauve, près de Dijon. Elle est venue présenter Territoire d'industrie, un plan de l'État pour venir en aide aux entreprises industrielles. La Bourgogne-Franche-Comté est la première région française à en bénéficier. Sur la table, 20 millions d'euros et 4 objectifs. On l'écoute. Ce plan d'accélération de l'investissement dans les entreprises industrielles, il a 4 objectifs qui correspondent à nos ambitions de politique industrielle. La décarbonation, la modernisation de nos chaînes de production, on a un petit peu de retard par exemple par rapport à l'Allemagne, l'innovation, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des avantages concurrentiels et d'inventer les solutions de demain pour notamment décarboner l'économie. Et puis, quatrième élément, c'est la relocalisation, la localisation de production qui étaient auparavant fabriqués à l'étranger. Territoire d'industrie, selon Marie-Guy Dufay, la présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, c'est 4000 emplois consolidés et 550 créés. Alors, vous avez été super heureuse quand vous avez vu arriver la ministre de l'Industrie
en Bourgogne, Franche-Comté? Alors, le plan de relance, effectivement, initié par le gouvernement, est une vraie chance pour les entreprises. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a énormément de dossiers qui ont été initiés et je crois que nous avons déjà utilisé une grosse partie de l'enveloppe. Donc, tant mieux. Ça veut dire que les entreprises continuent d'innover, d'investir et de croire en l'avenir. Donc, ça, c'était, je dirais, un vrai plus pour l'avenir. Tant mieux. On pourrait juste mettre un petit bémol, c'est que ce plan de relance exclut peut-être un peu les toutes petites entreprises par le fait qu'il faille investir de façon très importante pour pouvoir en bénéficier. Vous en attendez quoi de l'État, vous? Des sous? Du soutien Pas des sous, du soutien. Du soutien, parce que les sous, c'est une chose, mais il faut qu'on ait un marché à servir. Donc il faut aussi recréer les conditions d'un marché. Et c'est important aujourd'hui de noter que l'État s'est engagé comme jamais il s'est engagé, peut témoigner des soutiens à travers le plan garanti par l'État, des prêts garantis par l'État. Et puis le paiement du chômage. Et puis le soutien pour les entreprises qui avaient des employés au chômage. Et puis aujourd'hui, tout ce qui est appel à projets qui sont en train d'amener, je dirais, des subventions aux entreprises qui sont les plus innovantes. Alors, je vais vous poser une question, c'est celle de Stéphane que je relais. Elle s'adresse à vous particulièrement. Est-ce qu'il faut mener une politique nationaliste pour protéger l'industrie ? Il faut développer un sentiment de patriotisme industriel, c'est-à-dire d'être fier d'avoir des entreprises en France, d'être fier d'avoir des salariés qui sont ingénieux et de le dire. Nos métiers y réussiront par l'intelligence au travail. Mais on ne ferme pas les frontières aux concurrents. Nationaliste, c'est ça. Hein. Si on ferme les frontières à l'entrée, on risque de fermer les frontières à la sortie. Une question pour vous, Philippe Petit-Colin, elle est de Pierre. Alors c'est plus d'ailleurs une constatation qu'une question. Alors que pèse le gouvernement français face à un grand groupe comme General Electric ? Il y a des accords qui ont été signés entre GE et l'État français, des accords qui ne sont pas respectés. Alors je signale juste, 2014, rachat de la branche Alstom Energy par GE. GE s'engage à créer 1 millier d'emplois à Belfort et d'en faire un pôle mondial pour l'énergie. 6 ans plus tard, il y a en fait 1000 emplois supprimés et puis le site est démantibulé, on dit démantelé, par appartement pratiquement, par activité, quoi. Donc vous dites... Le gouvernement a signé avec General Electric. Il faut maintenant que l'État français fasse respecter cette signature. C'est ça ? Tout à fait. Et c'est le ministre actuel, à travers la loi Pacte, qui a renforcé son pouvoir de sanction envers des groupes étrangers qui ont acquis des entreprises dans les filiales dites stratégiques. L'énergie est stratégique depuis Montebourg. Donc le ministre... Stop. Depuis Arnaud Montebourg, l'énergie a été déclarée stratégique. On est bien d'accord. Tout à fait. Avant, ça ne l'était pas. Tout à fait. Voilà. Je vous en prie. Donc, depuis 2014, l'énergie est stratégique. Et depuis 2019, le ministre a proposé une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui permet de sanctionner un investisseur étranger qui ne respecterait pas les accords avec l'État français au regard de la filière. GE a déjà payé 50 millions d'euros d'amende. Ça, c'est la première partie de l'accord. Parce que c'était 1 millier d'emplois créés, il n'y en a pas eu. 50 000 euros par emploi non créé, 50 millions. Ça, c'est la première partie. Je pense que ça ne doit pas gêner beaucoup les comptes de General Electric. Non, il touche 25 millions de CIE, CIR par an. Donc, c'est pas... On parle de 600 millions de bénéfices par filiale. Voilà, on est... Un plan social comme l'année dernière, ça a coûté 100 millions. Donc, voilà, on est dans l'épaisseur du trait. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'avec la loi Pacte, le ministre a un pouvoir de police. Il peut sanctionner GE à hauteur du double du montant de l'acquisition si l'accord n'est pas respecté. 12 milliards, l'acquisition. 12 milliards. Ça veut dire qu'il a un levier de négociation à hauteur de 24 milliards. Il ne va pas vouloir froisser un investisseur potentiel et un gouvernement ami. Tout à fait. C'est bien le problème. C'est que l'État a un positionnement ultralibéral, alors que la Chine, les États-Unis protègent leurs fleurons avec des lois extraterritoriales. La France, elle, a une position ultralibérale et laisse ses fleurons industriels qui ont été construits avec l'argent public. On parle d'Alstom, on peut parler de Technip, on peut parler de Alcatel. Ces grands groupes délocalisent les brevets, délocalisent les profits dans les paradis fiscaux et après délocalisent les emplois.
Sauf que maintenant, en termes de Covid, le président de la République a parlé de relocalisation. Nous disons, arrêtons déjà de délocaliser. C'est plus facile déjà. Et voilà, et vous mobilisez à Belfort. L'émission est enregistrée vendredi, elle sera diffusée dimanche. Donc hier, il y a eu une manifestation, un appel à manifester justement, avec beaucoup d'élus qui vous soutiennent. Parce que c'est quand même, ça pèse son poids, General Electric à Belfort. Ah bah, tout le département dépend d'Alstom, maintenant de General Electric. Donc à chaque fois que General Electric tousse, c'est tout l'emploi, tout l'avenir. Qui se trouve en réanimation à l'hôpital, sans jeu de mots. Tout à fait. C'est ça. Je voudrais bien qu'on aborde la troisième partie de cette émission, donc c'est 2021 et après. Est-ce que vous avez senti dans les entreprises, là, elles ont amorti la crise? Pour celles qui vont survivre, il faut être prêt à rebondir quand ça va repartir. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, d'autant qu'on a du mal à voir la fin de cette crise sanitaire. Donc ce qui pèse le plus dans les entreprises, je pense aujourd'hui, en tout cas ce qui pèse beaucoup, c'est l'incertitude de cette crise sanitaire, de l'évolution que ça pourra avoir dans les entreprises et effectivement donc des conséquences économiques que ça peut avoir chez eux. Les entreprises ont beaucoup souffert en 2020, ça c'est sûr. Elles ont su rebondir, su reporter leur carnet de commandes. Donc, pour celles qui survivent. Alors jusqu'à fin 2020, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment de grosses casses. On a des entreprises en difficulté, on en a des qui sont en chômage partiel. Bon, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place et heureusement qui permettent de limiter grandement la casse. Notamment, nous, on a un accord de branche qui permet donc de limiter la casse dans la métallurgie. Mais par contre, 2021, notamment si je prends l'exemple des PME, qui sont quand même une grande majorité de nos entreprises dans la région, très clairement, elles ont très peu de visibilité, voire pas de visibilité pour 2021. Et c'est ça la difficulté. Donc, je disais tout à l'heure, vous faites partie du pôle véhicule du futur. Dans l'automobile, vous êtes à 100% chez Scudder, donc tout va bien. Dans l'automobile, vous voyez comment l'année 2021 et le rebond? On voit une activité qui reste soutenue sur les plateformes qui sont existantes, notamment pour les véhicules PSA. Il y a des perspectives pour les années à venir qui sont robustes. Mais au-delà des volumes de production en vie-série, on a aussi toute cette dynamique qui est portée par le pôle véhicule du futur. Je rappelle que le pôle du véhicule du futur, c'est 500 adhérents, c'est 450 entreprises, plus de 50% de PME. Et puis, une vision sur le temps long. Oui, et vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, la transition écologique, c'est une opportunité. Bon, au début, c'est une grosse contrainte. Mais vous voyez comment, donc, l'avenir, la recherche, le développement, pour polluer moins. Parce que c'est ça, votre défi. Alors, le défi, c'est de polluer moins. Et donc, pour polluer moins, il faut être innovant. Et à chaque fois que le monde industriel a rencontré un temps de l'innovation, on est... Un peu forcé, là. Un peu forcé, effectivement. Et c'est la difficulté du moment. Parce qu'on oppose le véhicule traditionnel, la motorisation traditionnelle, au véhicule électrique, sachant que les deux continuent de rechercher des solutions pour moins polluer. Il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi beaucoup de pistes. Vous y croyez, vous, à l'hydrogène ? On y croit. On y croit, particulièrement parce que ça peut déboucher sur des productions qui peuvent venir chez nous. Et nous avons des moyens de production spécifiques pour ce type d'activité. Vous y croyez beaucoup à l'innovation et à la recherche, et là, vous sortez peut-être un peu de votre rôle de syndicaliste, j'allais dire traditionnel. Vous faites des propositions fermes et très argumentées pour l'avenir, pour la recherche. Tout à fait. L'hydrogène, c'est vraiment une opportunité pour l'avenir, aussi bien sur la partie énergie que sur la partie mobilité. Et pour la première fois dans l'histoire industrielle, on a deux mondes qui ne travaillaient pas ensemble, le monde de la mobilité et le monde de l'énergie. Et l'hydrogène, en fait, il ne se conçoit en fait qu'à travers une production verte et à travers des usages qui sont multiples. Et donc, c'est l'occasion pour le Nord. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est des bus à hydrogène. Concrètement, c'est produire de l'hydrogène vert à partir de champs photovoltaïques ou d'éoliennes, d'avoir des bus à hydrogène, d'avoir des quartiers chauffés et fournis en électricité avec de l'hydrogène. C'est tous les véhicules polluants qu'on a dans les ports, dans les aéroports, etc., qui peuvent passer à l'hydrogène. C'est l'hydrogène avec la montée du renouvelable. L'enjeu, c'est le stockage. Les renouvelables, c'est très bien, mais c'est intermittent. Quand on n'a pas de vent, quand on n'a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas stocker l'énergie, on ne sait pas stocker l'électricité. Donc on a certes les barrages, c'est le seul moyen qu'on a.
L'autre moyen, c'est de développer le stockage à partir de l'hydrogène. Et l'hydrogène, même si... Et vous pensez que là, pour Belfort, pour le Nord-Franche-Comté, il y a une opportunité? Il y a clairement une opportunité. Parce que vous savez faire, vous avez la technologie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans des briques technologiques. Donc les réservoirs, après il y a les piles à combustible, etc. C'est pas forcément à Belfort. Et ce qui manque en fait... Il y a déjà le savoir-faire. Il y a déjà le savoir-faire sur les produits. Mais bon, une mairie, etc., elle ne veut pas acheter un réservoir. Elle va acheter une solution complète où on puisse produire. Et ça, c'est nos compétences à nous, d'intégrateurs de centrales électriques, que GNR Électrique veut se séparer. Et c'est les compétences qui manquent dans l'hydrogène. Donc demain, l'idée, c'est que le Nord-Franche-Comté puisse avoir une entité qui puisse fournir des solutions complètes avec des composants qui sont produits en local, avec des investisseurs locaux qui ont un intérêt local, parce que notre entreprise, notre région, elle dépend du local. Si de nouveau, c'est des financiers qui viennent ici, qui profitent de l'argent public, et après qui délocalisent... Vous êtes d'accord avec ce discours-là? On peut qu'être d'accord avec une production locale, avec le fait que les sous-traitants et les donneurs d'ordre doivent travailler ensemble et produire sur de nouveaux marchés. Mais pas de financiers. Alors, pas de financiers, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, pouvoir travailler en local avec les PME locales, oui, bien sûr. On peut être d'accord. Vous, le défi, c'est la robotisation, la digitalisation. Alors, la digitalisation... Mais très rapidement, parce qu'il reste moins d'une minute. La digitalisation, c'est un axe extrêmement important parce que c'est une meilleure connaissance de tous les ingrédients qui font nos systèmes de production. Et puis, avec les outils numériques, ça nous permet de calculer beaucoup plus vite des solutions efficientes. Très bien, j'aimerais conclure cette émission par une citation de Saadia Zaidi qui dit « À l'avenir, nous verrons que les entreprises les plus compétitives seront celles ayant investi massivement dans leur capital humain, donc les qualifications et les compétences de leurs employés. » Et cette dame, c'est pas n'importe qui, c'est la directrice générale du Forum économique mondial. Et oui, c'est la patronne de Davos. Vous acquiescez? Oui. Tout à fait d'accord. Enfin, vous aussi. Même le chef d'entreprise acquiesce. Oui, parce qu'a priori, c'est quand même pas des gauchistes à Davos. Hein. Donc vous êtes d'accord quand même? Tout à fait. Oui, bien sûr. Parfaitement. Bon, très bien. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Et puis bien sûr, on suivra très attentivement l'actualité concernant General Electric à Belfort et toute l'actualité économique et industrielle en Bourgogne-Franche-Comté. Merci encore. Bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.